Bonjour, aujourd'hui je suis très heureux de vous présenter le déterminant de Moore. Le déterminant de Moore, c'est un simple exercice pour l'instant, mais c'est le point de départ d'une grande histoire mathématique, même d'une épopée qui parle des invariants de Dickson. Bon, j'aurai l'occasion d'en parler un peu plus tard, à tête reposée. Mais pour l'instant, c'est juste un exercice. Regardez, on part d'un nombre P premier, on regarde le corps Fp, c'est-à-dire Z sur Pz, et on prend K, un corps qui contient Fp. Entre parenthèses, on peut faire la même chose avec Fq, c'est-à-dire n'importe quel corps fini ici. Mais on va rester sur Fp pour rassembler le plus de monde. On regarde x1 jusqu'à xn dans K. Voilà. Qui peut être vu d'ailleurs, entre parenthèses, K est vu comme un espace vectoriel sur Fp. Je vais choisir T, une indéterminée, et on va poser Dn égale ce déterminant. Alors ce déterminant, il habite où? Eh bien, il habite dans l'anneau des polynômes d'un déterminé T et à coefficient dans K. D'accord? Voilà. Alors ce déterminant, regardez de quoi il est fait. On prend x1, x2 jusqu'à xn et t, x1 puissance p, x2 puissance p, xn puissance p et tp, x1 puissance p2, etc., xn puissance p2, t puissance p2, etc. Et c'est un déterminant de taille n plus 1. Donc vous avez n plus 1 ligne et n plus 1 colonne. Bon, c'est bien de vérifier ça. Je vais poser Cn, le mineur, n plus 1 de cette matrice, d'accord? C'est-à-dire, c'est ce mineur-là, d'accord? Quand on a effacé cette ligne, la dernière ligne et la dernière colonne, donc je le réécris là, et il faut montrer que Dn est égal à Cn multiplié par le produit des t moins y, quand y décrit l'espace vectoriel engendré par les xi. Incroyable! Alors d'abord, on va faire une petite réflexion avant d'attaquer l'exercice. Regardez, quel est le degré ici de ce polynôme-là et quel est le degré de ça? Le degré de Dn, c'est facile, c'est P puissance n. On le voit directement. Donc le degré ici, ça devrait être P puissance n aussi. Mais regardez, le degré ici, c'est le cardinal de E. Le cardinal de E qui est un espace vectoriel sur Fp, de dimension inférieure ou égale à n, eh bien ça veut dire que le cardinal de E, c'est P puissance la dimension. Donc, de deux choses l'une. Soit la dimension de E, c'est n, c'est-à-dire les xi sont libres, et dans ce cas-là, au niveau degré, ça marche. Là, c'est P puissance n, et là, c'est P puissance n. Si les xi sont pas libres, alors là, ça marche plus, parce qu'au niveau degré, ça va pas. Mais oui, mais c'est à cause du Cn. C'est que ce qui va se passer, et ce dont on peut se douter, c'est que si les xi sont liés, alors Cn sera égal à 0. Et là, dans ce cas-là, on ne peut plus parler de degré, puisqu'on est devant le polynôme nul, et donc ici, ça fait 0 égale 0, donc on n'a pas besoin de regarder le degré ici. Très bien. Voilà, bon, je vous laisse quand même réfléchir dessus, c'est des techniques habituelles, c'est très faisable, oui, c'est très faisable, bon, faut connaître le Frobenius, il faut savoir que l'application de K dans K qui a Z donne Z puissance P est un morphisme de corps, donc est compatible avec l'addition, la multiplication, voilà. Et c'est tout. Après, on y va gaiement. Alors, on y va gaiement. On a vu dans l'analyse un peu, la première analyse de l'exercice, qu'il y avait quand même deux cas qui se dégageaient de cette formule. C'est le cas où les xi sont liés et le cas où les xi sont libres. On va commencer par le cas où ils sont liés. Donc il y a une relation de liaison, ça veut dire qu'il y a des lambda i non tous nuls
telle que la somme, la combinaison linéaire des xi avec les lambda i, ça fait 0. Bon. Alors donc ça veut dire que déjà à ce niveau-là, il y a une relation de liaison. Donc là maintenant, on va montrer que cette relation de liaison va se propager sur les n premières colonnes de la matrice. Donc du coup, on aura une relation de liaison ici, hein, et donc le déterminant sera nul. Donc du coup, on aura ici une relation de liaison, d'accord, dans cette matrice, et donc le déterminant sera nul, mais aussi le déterminant de Cn. Puisque s'il y a une relation de liaison ici, il y a la même relation de liaison ici. Donc on aura bien 0 égale 0, et ce sera vrai dans ce cas-là. Bon, alors montrons ça, c'est pas trop difficile. Vous partez de cette relation de liaison avec les lambda i non nuls, non tous nuls, et vous allez passer par le Frobenius, c'est-à-dire vous allez mettre tout ça à la puissance p. Donc 0 à la puissance p, ça fait 0, et ça à la puissance p, eh bien, d'après le Frobenius, c'est il commute avec la somme, donc c'est la somme des puissances p. Mais les lambda i sont dans fp. Donc par Fermat, ben, lambda i puissance p, ça fait lambda i. D'accord? Ça c'est Fermat. Donc ici, vous avez la somme des lambda i xi puissance p égale 0. Donc ça veut dire que cette relation qu'il y avait là, c'est propagé déjà ici. Exactement la même relation, avec les mêmes lambda i. En fait, j'ai dit tout à l'heure que le Frobenius, donc Z donne ZP, était un morphisme de corps, mais j'aurais dû aussi dire que c'est un morphisme de corps qui laisse fixe FP. Ça, c'est important. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais ici mettre encore ça à la puissance P, ce qui va me donner exactement la même relation, mais avec P2 à la place de P, etc. Et par récurrence, j'ai cette relation. Et comme c'est avec les mêmes lambda i, eh bien, ça veut dire que les colonnes sont liées, parce que les lambda i sont non tous nuls. Donc, Cn déjà égale 0, Dn égale 0 aussi. En fait, vous remarquerez que tous les mineurs, ici, j'ai dit que Cn, tout ce qui me servait ici, pour la preuve, c'est que Cn est nul, mais vous remarquerez que tous les mineurs I, donc I au niveau de la ligne, et n plus 1, donc ça veut dire que je vais enlever I et je vais enlever n plus 1, et bien tous ces mineurs-là, ici, les mineurs de taille nn de cette matrice rectangulaire, et bien ils sont tous nuls pour la même raison. Donc ça y est, on a l'égalité, on a 0 égale 0 dans ce cas-là. Maintenant, on va regarder le cas où la dimension de E est égale à n, c'est-à-dire les xi sont libres sur Fp, c'est-à-dire E, bah, finalement, est isomorphe à Fp puissance n, puisqu'on a une base à n éléments, donc le cardinal de E, bah, c'est le cardinal de Fp, c'est-à-dire P puissance n. Bien. Donc ici, on a remarqué qu'on avait égalité de degrés. Donc maintenant, si j'évalue t en y, d'accord? Donc je vais regarder dn de y. Bah oui, dn de y, ça veut dire que je remplace t par y. Mais là, cette fois-ci, y et les xi sont liés. Bah oui, puisque y, il appartient à E, j'ai pris y dans E, et E est engendré par les xi. Eh bien, ça veut dire que dn de y égale 0, parce qu'ils sont liés, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure. Bien. Mais maintenant, si pour tout y dans E, dn de y égale 0, c'est bien connu que ça veut dire que t moins y divise le polynôme dn, polynôme en t. Mais les t moins y sont tous, quand y, quand y il est dans le corps, k, donc les t moins y sont tous des premiers distincts, non associés, donc ils sont tous premiers entre eux. Donc le fait que tous les t moins y divisent dn fait que tout le produit, je vous rappelle que E est fini quand même, le produit de t moins y, on n'aurait pas pu faire ça si on avait été sur un corps infini, évidemment. Donc le produit des t moins y divise dn. Maintenant, ça c'est de degré p puissance n,
ça c'est 2 degrés p puissance n aussi, il n'y a plus qu'à regarder le coefficient, et le coefficient en t puissance p puissance n, eh bien c'est évidemment Cn, on en a déjà parlé tout à l'heure. Donc là c'est bon, lui divise lui, donc polynôme, ils ont même degré, donc ils sont égaux, modulo le coefficient dominant qui est Cn. Donc on a démontré le déterminant de Moore. Voilà, je voulais que ce déterminant de Moore reste un petit exercice à un niveau sympathique, niveau master hein, quand même, mais niveau sympathique, avant d'attaquer ce que ce déterminant de Moore va impliquer d'extraordinaire, ce qui va nous amener vers un teaser, vers une prochaine vidéo, où ce sera une randonnée un peu moins pédestre et un peu plus aérienne. Alors là, j'annonce une belle histoire avec de l'exotisme, des voyages et de l'amour, comme un film des années 60. Regardez ici, CI, je vais regarder CI, donc ce que j'avais dit hein, comme CI, c'est le mineur où j'ai retiré la ligne I et la colonne N+1. D'accord ? Donc on voit à peu près ce que ça donne. Bien. Je vais supposer que les xi sont libres et, entre autres, ça va vouloir dire que Cn est non nul. Oui, je ne l'ai pas démontré. J'ai montré que si c'était lié, alors c'était nul. Mais si c'est libre, c'est non nul. Écoutez, regardez. Cn, en fait, c'est exactement dn, mais on a remplacé n par n-1 et où on a évalué t en xn. Voilà. D'accord ? Donc Cn, c'est l'évaluation de dn-1 en xn. Mais avec E, bah, ce En devient En-1. C'est le sous-espace engendré par les xi I allant de 1 à n-1. Ce qui fait, comme les xi sont libres, que xn moins quelque chose qui est engendré, et qui est une combinaison linéaire des xi de I allant de 1 à n-1, eh bien ce sera jamais nul, et comme on est dans un corps, eh bien le produit ne sera pas nul. Voilà. Donc, entre parenthèses, donc Cn est non nul. Bien. Ça c'est bien. Alors, maintenant, ça veut dire que quand je vais écrire dn ici, voilà, je développe par rapport à cette colonne, ça me donne ça, hein, bon, ça, pas de souci, c'est le développement par rapport à une colonne, et maintenant je vais pouvoir diviser par Cn qui est non nul, et je vais avoir que, ici, le produit de t moins y, quand y parcourt E, ici, c'est dn sur Cn, c'est-à-dire c'est t puissance Pn moins delta n-1 t puissance p puissance n-1, etc., jusqu'à 0 ici, hein, pareil, avec les delta i, eh bien, c'est ci sur Cn. D'accord ? J'ai fait que diviser par Cn cette identité-là. Bien. Voilà. Maintenant, c'est quoi cet objet, delta i ? Bon, évidemment, comme c'est non nul, ça c'est dans le corps. Mais on va regarder ça dans un anneau de polynôme. C'est-à-dire que maintenant, je vais remplacer les xi par des indéterminés, grand xi. Donc, je les ai augmentés. C'est la variable augmentée, c'est l'indéterminé. Grand xi égale petit xi. Eh bien, j'affirme que Cn, dans l'anneau hein, fp de x1 jusqu'à xn, maintenant avec les indéterminés, bah, Cn divise ci. Pourquoi ? Parce que Cn, ici, c'est un produit, ici, quand vous regardez ça, c'est un produit de polynômes irréductibles, 2 à 2 non associés. D'accord ? Et chaque facteur divise ci, puisque, par exemple, si x1 égale 0, bah forcément, ci égale 0. Et chaque fois qu'on a, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, chaque fois qu'on a une combinaison linéaire entre les xi, ça annule non seulement Cn, mais tous les ci. Ça, c'est la remarque qu'on avait faite tout à l'heure. Voilà. Donc, tous les polynômes
qui sont irréductibles, distincts, non associés, divisent CI, donc le produit, c'est-à-dire Cn divise CI. Ce qui va faire que CI sur Cn est encore un polynôme de Fp de x1 jusqu'à xn. Voilà. Il serait intéressant de faire quelques petits calculs entre amis sur ces polynômes. Bien. Mais ça, c'est pour une autre fois quand même. Hein. Maintenant, pourquoi ils sont intéressants? Parce que je vais prendre G dans GL2, d'accord? Et donc, G agit sur les xi, que je vais voir comme des grands xi, d'accord? Et je vais faire agir GL2 sur les polynômes ici. Simplement, comment? Bah, exactement comme quand vous faites agir Sn, hein, quand vous regardez les polynômes symétriques des racines, vous faites agir Sn sur les polynômes par symétrie des racines. Bah là, c'est pareil, sauf que bon, c'est GL2E. On va remplacer Ci de x1 jusqu'à xn par Ci de g de x1 jusqu'à g de xn. Voilà, puisque g agit là sur les xi. Et il se trouve que, par une magnifique propriété du déterminant, ce nouveau polynôme, c'est simplement l'ancien polynôme multiplié par det de g. Effectivement, on peut montrer, d'accord, que quand on va remplacer les xi par les g de xi, ici, g de x1 puissance p, ben c'est g de x1 le tout puissance p, voilà ici, et on va avoir quelque chose de multilinéaire alterné qui va nous donner det de g fois quelque chose qu'on spécialise, on regarde pour g égale identité pour voir quelle est cette chose-là, et on tombe évidemment sur ça. Voilà, ça vous pouvez le faire comme exercice de montrer ça. Il y a plusieurs méthodes, hein, ici pour le montrer. Bon, je prétends pas l'avoir montré, hein. Mais en tout cas, je dis qu'il y a ça, et puis on s'en doute bien. Ce qui va faire que dans delta i, les det de g vont s'éliminer. D'accord? Non seulement c'est un polynôme, ici delta i, mais en plus de ça, c'est un polynôme qui va être GL de E invariant. D'accord? Voilà. Donc ça fait penser à quoi, hein, ces invariants? Ce sont les invariants de Dickson qui font penser fortement au polynôme symétrique des racines. Vous voyez? Par exemple, cette identité fait penser à quelque chose de très connu chez l'étudiant en licence, le produit des t moins xi, i allant de 1 à n, c'est t puissance n moins à e1 t puissance n moins 1 plus e2 t puissance n moins 2 jusqu'à moins 1 puissance n en. Voilà. D'accord. Là, il y a des puissances, hein, donc évidemment, il y a un t, hein, ici, il n'y a pas de t. Où les EI sont les polynômes symétriques élémentaires. Et donc, ça, c'est un parallèle entre les invariants de Dickson et les invariants pour l'action du groupe symétrique, c'est-à-dire les polynômes symétriques, qu'on appelle polynômes symétriques élémentaires. J'espère qu'on aura l'occasion de dire beaucoup plus de choses là-dessus, parce que l'analogie est merveilleuse. On dit merci à Dickson, et aussi à Steinberg, qui a nettement simplifié les preuves de Dickson. Voilà, on va s'arrêter là, sur cette belle perspective.